camarades, cet exposé, cette discussion, elle porte sur la guerre d'Algérie, donc qui a duré de 1954 à 1962, et qui a été un événement très important de l'histoire contemporaine française, qui pèse encore aujourd'hui sur la politique en France. La question des rapports avec l'Algérie est encore un sujet relativement brûlant. Il n'y a qu'à voir la crise diplomatique entre la France et l'Algérie qui dure depuis cet hiver, qui est régulièrement relancée par des rappels de tel ou tel politicien de droite ou d'extrême droite à la guerre d'Algérie, à la période coloniale, etc. Donc c'est une question qui pèse encore dans la politique française aujourd'hui, et qui est aussi importante à aborder pour nous, parce que concrètement, aucun des problèmes qui se posaient à l'Algérie lors de son indépendance en 1962, en tout cas presque aucun des problèmes qui se posaient alors, n'a été réglé. Et en particulier pas celui de l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de l'impérialisme. Parce que la révolution qui a eu lieu contre le colonialisme a été détournée par des nationalistes bourgeois. Et c'est de ça, donc c'est de cette période coloniale et de cette lutte de libération contre le colonialisme français dont on va parler aujourd'hui. Et c'est une colonie, l'Algérie, c'est une colonie française qui est particulière, parce qu'en fait, sa conquête, elle commence très tôt. Elle commence quasiment au tout début du développement du capitalisme français. La conquête, elle commence en 1830, et elle commence sur un prétexte relativement... en tout cas, elle commence sur un prétexte qui peut paraître anecdotique. En fait, une des causes fondamentales de cette invasion, qui à la base n'est pas une invasion de toute l'Algérie, qui est une invasion de Alger et de ses alentours, ça vise à renverser le régime du Dey d'Alger, parce que le gouvernement français ne voulait pas payer les dettes qui avaient été contractées auprès de l'Algérie, auprès de ce qui était alors la régence d'Alger, donc de l'État autour d'Alger, pendant la période de la Révolution française. Puisque pendant toute la période de la Révolution et de l'Empire, l'Algérie avait fourni du blé et de la nourriture aux armées de la Révolution, et la France avait contracté une énorme dette de ce fait, et le gouvernement de Charles X ne voulait pas rembourser cette dette, et a préféré déclencher une guerre de conquête contre l'Algérie plutôt que de devoir payer cette somme. Et la conquête, elle commence, et elle va durer très longtemps, puisqu'en fait, elle ne sera finie, concrètement. Les dernières résistances armées s'éteignent au début du XXe siècle. En 1902, les dernières résistances armées dans le Sahara sont écrasées en Algérie. Donc la conquête militaire a en fait duré, sur le long, a été une opération de très long terme, de 1830 à 1902. Et il s'agissait donc, d'une part, comme pour toute conquête coloniale, de chercher, de trouver des débouchés économiques, des sources de matières premières pour le capitalisme français qui commençait à se développer. Les années 1830, donc les années du début de la conquête, c'est aussi les années du développement économique de la métallurgie française au Creusot, c'est les années du développement, en fait, de la naissance du capitalisme français, qui commence déjà à se chercher des marchés et à essayer de s'assurer des sources de matières premières. Et aussi, il s'agit, pour le capitalisme français, de trouver des points d'appui pour sa marine, notamment en Méditerranée, où à l'époque, la classe dirigeante française cherche à reprendre une position importante à l'échelle internationale, après avoir été reléguée au second plan, après la période de l'Empire, Napoléon, tout ça. Il y a eu une période où la France, la France avait été reléguée un peu au second plan par la Grande-Bretagne et les autres puissances européennes, et la conquête de l'Algérie est une des façons par lesquelles la classe dirigeante française essaye de revenir, de reprendre des positions à l'échelle internationale. Et cette conquête, elle ne se fait pas sans résistance. Il y a toute une série de grandes révoltes, notamment les révoltes les plus connues, c'est la campagne de résistance menée par Abdelkader entre les années 1830 et 1840, plus précisément entre 1834 et 1847. Mais il y a aussi la décennie suivante, dans les années 1850, la révolte de Lala Fatma Nsoumer, qui dure pendant 3 ans. Et enfin, la dernière grande révolte algérienne, qui s'opère au moment en fait, de la proclamation de la Troisième République, qui commence à la fin de 1870 et qui va durer jusqu'en 1872. Et ce qu'il faut noter, ce qu'il faut souligner, c'est que le pouvoir colonial, la conquête coloniale,
elle s'est accompagnée pendant toute cette période d'une répression et de crimes de guerre absolument abominables, qui sont toujours niés aujourd'hui, qui sont toujours aujourd'hui tus et dissimulés par la classe dirigeante française. Je veux dire, cet hiver, on a eu un scandale déclenché par Jean-Michel Apathy. Donc on a tous découvert cet hiver que Jean-Michel Apathy avait un fond anticolonialiste marqué, apparemment, parce qu'il a évoqué les enfumades. Pour être plus précis, il a dit qu'en Algérie, la France avait fait des dizaines, ou des centaines, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, des dizaines d'Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire avait massacré, avec leur population, des dizaines de villages. Et quand les journalistes présents sont offusqués, l'ont attaqué, etc., il a commencé à parler des enfumades. Et c'est quelque chose, effectivement, dont on parle jamais. De quoi il s'agit, en fait, les enfumades ? C'est pas compliqué. Dans les années 1840, quand les rebelles d'Abdelkader se sont repliés dans les montagnes, et que l'armée française les poursuit, et réprime donc la révolte dans ces montagnes du nord de l'Algérie, lorsqu'elle approche des villages, la population, qui craint les viols, le pillage, les massacres, bref, qui craint d'être exterminée, comme ça s'est produit dans beaucoup d'autres endroits, la population de ces villages de montagne avait pris l'habitude d'aller se cacher dans des grottes à proximité. Et les troupes françaises, sur les ordres du gouverneur général de l'Algérie, donc du général Bugeaud, on a des ordres écrits de sa main où il ordonne de faire ça, allumaient des feux devant l'entrée des grottes, en comptant sur le vent pour chasser la fumée à l'intérieur. Donc en fait pour asphyxier les gens qui s'étaient cachés dans les grottes. Et donc on a comme ça des milliers et des milliers de victimes civiles, des femmes, des vieux, des enfants qui sont asphyxiés par l'armée française, qui sont enfumés comme des animaux dans des grottes, et ça dure pendant des années et des années. Et pareillement, les révoltes des années 1850 et 1870, elles sont réprimées dans le sang. Il y a des massacres de masse qui sont commis par l'armée française à ce moment-là, et qui vont laisser une trace très importante dans la mémoire collective en Algérie, et encore jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que c'est des trucs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont encore niés aujourd'hui par la classe dirigeante. Je veux dire, Jean-Michel Apathy, il a dit ça. Tous les historiens possibles sont sortis pour dire oui, il a raison, c'est un fait, mais il n'empêche que vous avez eu des dizaines et des dizaines de journalistes qui l'ont accusé d'exagérer, qui l'ont accusé de manquer de respect à la mémoire d'Oradour. Comme si les morts d'Oradour, ça leur faisait quelque chose qu'on dise, mais l'armée française a aussi massacré en Algérie. Comme si c'était ça la question. En réalité, c'est que l'impérialisme français ne veut pas reconnaître ces crimes. Encore une fois. Donc, à travers tous ces massacres, l'Algérie est donc conquise à la fin du XIXe siècle. Et d'ores et déjà, on peut observer qu'il y a une différence entre cette colonie, l'Algérie, et les autres colonies de l'impérialisme français à l'époque. Puisque dès le début, l'impérialisme français a essayé de peupler l'Algérie, a essayé d'en faire une colonie de peuplement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Indochine, ce qui n'est pas le cas en Afrique orientale ou en Afrique équatoriale française. Dans les autres colonies de l'impérialisme français, il y a très peu de colons européens. En Indochine, par exemple, la quasi-totalité des Européens présents sur place, c'est des fonctionnaires, c'est des policiers, c'est quelques grands colons qui exploitent de grands domaines, mais vous n'avez pas du tout, ou quasiment pas, de petits ouvriers, de petits salariés européens. Les seuls qui sont présents, c'est ceux qui sont là pour maintenir l'ordre colonial. C'est la fonction publique, c'est tout ça. Mais il n'y a pas de peuplement massif par des colons qui viennent prendre des terres, des fermes, qui viennent travailler en usine, etc. Ça n'existe pas. Alors qu'en Algérie, ça existe. Et ça prend même une proportion relativement importante. Au moment du début de la guerre d'Algérie, en 1954, sur les 10 millions d'habitants que compte la colonie, il y a environ 1 million d'Européens, qui sont tous citoyens français. Et ce qui est intéressant, c'est que pour augmenter massivement cette population européenne, l'impérialisme français, il a reculé devant rien. Il a été les chercher partout. Il a été proposé l'émigration dans les régions les plus pauvres de la France. Donc vous avez des gens qui venaient du Massif central, etc. Parce qu'en Algérie, on leur promettait qu'ils vivraient mieux. Il a aussi utilisé, après la guerre de 1870, quand il a fallu trouver un endroit où mettre tous les Alsaciens lorrains qui avaient quitté l'Alsace-Lorraine parce qu'elle venait d'être annexée par l'Allemagne, le gouvernement français a décidé de les envoyer, pour une bonne part, en Algérie. Pareil, le gouvernement français a attiré plein d'Espagnols, d'Italiens, etc., en leur promettant la citoyenneté française et un statut particulier en Algérie. Et
après 1871, on a même essayé d'attirer des communards déportés après l'écrasement de la commune. Tout ça pour augmenter massivement la population européenne de l'Algérie. Et merci. Ça a même ça a même pris une forme particulière puisque en 1870, il y a eu ce qu'on appelle le décret Crémieux, où il s'agissait là encore d'une tentative d'augmenter artificiellement la population européenne en Algérie. Donc en fait, ce décret, c'est que tous les indigènes algériens juifs sont devenus instantanément citoyens français, là où les musulmans, les indigènes musulmans, ne le sont pas devenus. Tous les juifs d'Algérie ont donc été, du jour au lendemain, transformés en citoyens français, alors même que pour beaucoup, pour la quasi-totalité d'entre eux, en fait, c'était des familles qui étaient installées là depuis des siècles. Certaines, en fait, on peut remonter les premières implantations juives en Algérie à l'Empire romain, et donc qui vivaient aux côtés des autres indigènes musulmans, etc., depuis des siècles et des siècles, mais qui, du jour au lendemain, sont devenus, eux, citoyens français, automatiquement, alors que pour les musulmans, il y avait un processus très compliqué, il fallait déposer une demande, il fallait qu'elle soit acceptée, il fallait qu'elle soit justifiée, etc., par un processus extrêmement bureaucratique, qui faisait que la quasi-totalité des musulmans d'Algérie n'étaient pas citoyens français. Là où les juifs le sont devenus instantanément. En fait, c'était la politique du diviser pour mieux régner. On prenait des bouts de la population indigène et on lui donnait des droits spécifiques. Pareil, les Français ont écrit, les colonialistes français ont écrit des pages et des pages pour expliquer qu'il faudrait peut-être faire pareil avec les Berbères, parce qu'ils n'étaient pas exactement comme les autres Algériens, et vous aviez même des historiens, j'hésite à dire historiens, en tout cas des universitaires, des lettrés français, qui écrivaient que, en fait, les Berbères étaient probablement, vu qu'ils étaient mieux que les autres, ça se voyait, ils étaient probablement pas algériens du tout, en fait, c'était probablement des descendants de croisés de Saint-Louis qui s'étaient perdus dans le désert pendant les croisades. Et que donc, il fallait leur donner, à eux aussi, la citoyenneté française, parce qu'après tout, c'est des héritiers de Saint-Louis, quoi. On va quand même pas leur refuser la citoyenneté française. Et donc, ça a été très très loin, cette tentative de diviser la population algérienne pour mieux maintenir la domination coloniale. Bon, le coup des croisés de Saint-Louis, pas grand monde y croyait, donc au final les Berbères ne sont pas devenus automatiquement citoyens français. Mais ça fait partie des trucs qui ont été diffusés à l'époque. Puis ensuite ils ont dit la même chose pour les Touaregs. Mais bref, pour la majorité de la population algérienne, son statut était donc celui de l'indigénat. C'était des sujets français, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme sujets de la République française, mais ils n'avaient pas les droits d'un citoyen. Ils étaient soumis au statut d'indigènes. Ça voulait dire qu'ils étaient soumis à une justice spéciale, ils n'étaient pas redevables des tribunaux normaux. Parmi les éléments que composait cette justice spéciale, il y avait notamment celui des punitions collectives. C'est-à-dire que si quelqu'un dans un village commettait un crime, on pouvait envisager, ce système judiciaire pour les indigènes comprenait des punitions collectives s'appliquant à l'ensemble du village, pas juste à celui qui avait fait le crime ou le délit. Vous pouviez avoir aussi le travail forcé, qui était imposé à l'ensemble de la population. Il n'y avait pas de droit de vote, sauf des tout petits collèges spéciaux qui ne concernaient que les élections municipales et uniquement dans certains cadres très spécifiques. Donc c'est-à-dire que vous aviez 9 Algériens sur 10 qui n'avaient aucun droit civique, ou quasiment aucun droit civique, qui étaient soumis à une justice spéciale, particulièrement répressive, qui étaient soumis de plus au travail forcé. Bref, une situation d'oppression particulièrement marquée. Et je disais tout à l'heure que le capitalisme français s'est implanté en Algérie, et justement il s'y est implanté aussi pour chercher à y investir des capitaux. Et ça a contribué au développement économique de l'Algérie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le développement d'une bourgeoisie, d'une grande bourgeoisie coloniale, européenne, donc d'une grande bourgeoisie venue d'Europe, qui a développé une économie extrêmement dépendante de la métropole. Il y avait très peu d'industrie, c'était une économie surtout axée sur l'agriculture, et qui visait avant tout le marché de la métropole. La propriété terrienne, la propriété des terres, a été accaparée par de très grands propriétaires coloniaux. Concrètement, durant la conquête, les terres des tribus, les terres des villages ont été massivement confisquées sous prétexte de la répression liée à la conquête. C'est-à-dire que dès que, dans une région, il y avait des actes de résistance, on confisquait les terres des villages et on les redistribuait ensuite à des colons. À la fin du siècle, donc à la fin de la période de conquête,
plus de 2 millions d'hectares, qui correspondent en fait aux meilleures terres agricoles du pays, avaient été confisquées aux indigènes. Et elles ont été attribuées, alors pour partie à des grands propriétaires terriens, des colons individuels qui possédaient des terres immenses, mais aussi et surtout en fait à des sociétés capitalistes agricoles. Des sociétés en fait par action qui venaient exploiter la terre algérienne à destination du marché européen. À la fin du XIXe siècle, une société suisse, par exemple, la société genevoise, avait gagné ainsi, avait obtenu une concession agricole équivalente à 50 000 hectares. Donc, pour ceux qui ne savent pas comme moi à quoi exactement ça correspond un hectare, il me semble que ça fait 500 km². Donc une concession de 500 km² pour une société. Et cette agriculture, elle était extrêmement spécialisée. Globalement, l'idée, ça avait été de transformer l'agriculture algérienne, enfin l'Algérie, en un gigantesque champ de viticulture. Vu que c'était une terre qui était relativement bien adaptée à la culture et à la production du vin, et le capitalisme français a décidé de produire massivement du vin en Algérie, qui était une culture, étant donné qu'on consommait quasiment pas de vin en Algérie même, qui était une culture qui était essentiellement destinée à l'exportation vers la métropole. Le vignoble algérien, à la fin de la période coloniale, il représentait plus de la moitié de la valeur ajoutée agricole, la moitié des consommations intermédiaires, les 2 tiers du fret agricole, 50% des salaires, c'est-à-dire que l'industrie du vin représentait 50% des salaires distribués en Algérie à la fin de la période coloniale, 65% des exportations de l'Algérie vers la France. C'était en fait vraiment une monoculture imposée à l'échelle d'un pays entier par le système colonial. Et ça va avoir des conséquences très importantes après l'indépendance. Lorsque l'Algérie indépendante essaiera de développer son économie, en fait, elle va hériter d'une économie qui est entièrement tournée vers la métropole. Et ça va aboutir à une crise économique très importante dans les années 60, lors de l'indépendance. Et cette concentration des terres entre les mains de grands propriétaires terriens, de grandes entreprises capitalistes agraires, elles chassent de leurs terres des masses de paysans qui sont obligés de devenir ouvriers agricoles, qui vont donc être particulièrement exploités dans les vignes des grands propriétaires terriens, ou salariés dans les villes. Et on commence à voir apparaître un petit prolétariat indigène dans les grandes villes d'Algérie, Oran, Constantine, Alger, mais aussi on a, à partir du début du XIXe siècle, le commencement d'un phénomène nouveau, qui est l'importation, d'abord très petite, puis relativement massive, à partir de la guerre de 14-18, l'importation vers la métropole de masses de travailleurs algériens, qui au début ils sont importés pour remplacer les ouvriers qui ont été mobilisés pendant la guerre de 14-18, mais en fait ils sont maintenus, on continue à en faire venir beaucoup après la guerre, parce que là encore c'est une tactique de diviser pour mieux régner. Ces travailleurs immigrés qu'on fait venir d'Algérie sont moins bien payés que les travailleurs français, peuvent être utilisés pour briser les grèves, peuvent être utilisés pour tirer les salaires vers le bas. Donc en fait le capitalisme français utilise aussi l'Algérie, dès cette époque-là, comme une réserve de force de travail de remplacement pour lutter contre le mouvement ouvrier en métropole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce processus de création d'une classe ouvrière indigène et de son importation vers la métropole, on a une partie de cette classe ouvrière qui commence à se tourner vers le mouvement ouvrier français et à partir de 1920, vers le communisme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 20, le Parti communiste en France commence à mener des campagnes pour essayer d'organiser cette classe ouvrière, d'organiser ces travailleurs algériens, d'abord en métropole, et aussi, dans une moindre mesure, en Algérie même. En 1926, le Parti communiste crée une organisation qui s'appelle l'Étoile nord-africaine, qui est une création directe aujourd'hui. Quand vous lisez des livres écrits par des nationalistes algériens, ils vont vous dire que non, mais c'est une création de Messali Hadj qui a eu l'idée tout seul. En réalité, non. L'Étoile nord-africaine a été créée par le Parti communiste, dont Messali Hadj était membre, pour organiser les travailleurs nord-africains, et particulièrement algériens, en métropole. Et cette organisation, elle visait donc à faciliter l'intégration dans le PC, dans le Parti communiste, dans le mouvement communiste, des travailleurs nord-africains. Et ça provoque, c'est rigolo quand on lit les archives de l'époque, ça provoque une espèce de panique des policiers français, parce que vous avez l'Étoile nord-africaine, elle crée notamment des cantines à destination des travailleurs nord-africains, où ils peuvent manger
En gros, ils peuvent manger halal. Et c'est très difficile à l'époque en France d'y avoir accès. Et donc, ils créent des cantines pour les travailleurs nord-africains, où, notamment, on donne à manger, mais en plus, on fait des lectures, et des lectures en arabe. Et les policiers sont complètement paniqués, parce qu'ils n'ont aucune idée, parce que très peu de policiers, Nickel, parlent arabe à Paris à l'époque, et donc ils n'ont absolument aucune idée de ce que peuvent bien raconter les gens qui parlent aux masses dans ces cantines nord-africaines. Et ils se doutent que c'est des communistes, mais ils n'en sont pas sûrs. Donc à la fin, vous avez une espèce de campagne de répression des cantines, où on ferme les cantines nord-africaines, par réflexe, dès qu'elles s'ouvrent, de peur qu'on y dise des choses qui soient peut-être communistes. Et donc vous avez ce mouvement, il est très réprimé dès ses débuts. Mais à ce moment-là, il y a une erreur de la ligne du PC à l'époque, une erreur qui est commise, qui est que le Parti communiste, comme il le fait en Chine avec Chiang Kai-shek, il commet l'erreur de soumettre la lutte des indigènes algériens à la direction de la bourgeoisie nationale indigène, qui en fait, concrètement, à cette époque-là, n'existe pas ou n'existe quasiment pas. Mais en tout cas, plutôt que d'essayer de mettre le prolétariat algérien, d'organiser le prolétariat algérien en Algérie pour qu'il se place à la tête du mouvement de libération nationale, ils essayent de placer le prolétariat algérien à la remorque d'un mouvement national algérien qui n'existe pas encore, et qui sont en train d'essayer, et qui vont donc essayer de créer avec l'étoile nord-africaine. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font, qu'ils font pas que en Algérie d'ailleurs. À la même époque, en 1925-26, il y a la guerre, ce qu'on appelle la guerre du Rif. C'est un soulèvement en fait des Marocains du Rif, mené par un dirigeant qui s'appelle Abdelkrim, qui se révolte contre le colonialisme espagnol et le colonialisme français. Et le Parti communiste, de façon correcte, apporte un soutien à cette révolte. Mais là où il y a une erreur, c'est que plutôt que d'apporter un soutien critique, d'apporter un soutien à cette révolte tout en demandant aux communistes marocains de garder leur indépendance politique, non, le Parti communiste français apporte un soutien total et acritique à Abdelkrim et demande aux communistes marocains de se placer sous sa direction. Alors que l'objectif de Abdelkrim, c'est en fait de revenir à la société précoloniale, de revenir à une société basée sur les tribus, sur en gros de revenir à la société telle qu'elle existait avant la conquête coloniale. Et d'un certain point de vue, c'est une soumission des communistes marocains aux anciennes classes dirigeantes précoloniales qui existaient au Maroc. Et cette position, elle est adoptée par le Parti communiste, par la direction du Parti communiste en France, contre l'avis des dirigeants indigènes communistes au Maroc, et contre l'avis aussi des militants marocains qui étaient censés participer à l'élaboration de la ligne du parti sur la question coloniale. C'est-à-dire qu'on a vraiment une décision qui est prise contre l'avis des militants, qui est imposée en fait par l'internationale communiste dans sa politique d'alliance avec la bourgeoisie nationale progressiste. Mais cette politique, elle ne va pas durer éternellement, puisque le stalinisme, il passe par toute une série de revirements. Et en 1936, il y a les fronts populaires. En France, le Parti communiste s'allie avec la SFIO, avec le Parti radical, s'allie en fait avec la bourgeoisie française. Et ça signifie que pour contenter le Parti radical et la bourgeoisie française, et essayer d'apaiser les craintes de la bourgeoisie française, le Parti communiste abandonne l'étoile nord-africaine, abandonne en fait tout ce qui avait été fait de tentative d'organisation d'un mouvement national algérien. Concrètement, le gouvernement de Léon Blum interdit l'étoile nord-africaine, ses dirigeants sont arrêtés, certains vont passer des mois, des années en prison, et le Parti communiste ne proteste pas. Le Parti communiste approuve cette interdiction de facto et laisse le gouvernement de Front populaire réprimer la lutte contre le colonialisme en Algérie. Et ça provoque une rupture des indépendantistes algériens avec le Parti communiste. Parti communiste qui était vu jusqu'à ce moment-là comme le meilleur allié des indépendantistes algériens en métropole. Mais Salih Hadj, il crée à ce moment-là le Parti du peuple algérien, qui deviendra ensuite le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD. Je le dis parce qu'il va jouer un rôle très important, ce mouvement, dans la suite des événements, qui est officiellement socialiste, mais qui en fait essaye lui aussi de s'intégrer dans le cadre du Front populaire. C'est-à-dire que la position officielle du Parti du peuple algérien, c'est de revendiquer, dans le cadre légal et républicain, pour obtenir des droits pour les Algériens, mais dans le cadre de la République française, dans le cadre du capitalisme français, et en alliance
avec la bourgeoisie nationale, qui commence à ce moment-là à s'organiser, notamment autour de l'union du peuple algérien, de Ferhat Abbas. Mais ces efforts de légalisme républicain de Messali Hadj, ils ne sont pas particulièrement récompensés, parce que son parti il est toujours persécuté par l'autorité coloniale. Messali Hadj, il est même arrêté et condamné aux travaux forcés en 1941. Et la SFIC, donc pour compenser donc le Parti communiste, pour compenser cette rupture avec le mouvement national algérien, qui lui a fait perdre une bonne partie de ses militants en Algérie même, il décide de créer un parti communiste algérien, ex nihilo, où en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les sections du PC qui existaient en Algérie, qui étaient dans beaucoup de cas composées de quelques travailleurs algériens, mais aussi dans beaucoup de salariés européens, et ils ont décidé de transformer ça en un parti communiste algérien. En gros, ils ont coupé leurs sections existantes en Algérie de ce qui existait en métropole. Ils ont fait comme ça, artificiellement, un nouveau parti communiste, qui a essayé de se gagner une base parmi la classe ouvrière indigène en Algérie, mais qui a les mains liées, en fait, par la politique de Front Populaire, qui l'empêche, à ce moment-là, de critiquer sérieusement le gouvernement Blum, parce que critiquer le gouvernement Blum sur la question coloniale signifierait mettre en danger le Front Populaire. Donc, ce parti communiste algérien, qui essaye de gagner les travailleurs algériens, s'empêche par ailleurs de critiquer l'oppression et l'exploitation, en tout cas de critiquer sérieusement l'oppression et l'exploitation que subissent ces mêmes travailleurs algériens de la part du pouvoir colonial. Donc, il n'a jamais pris un ancrage de masse. Il n'a jamais réussi à gagner une audience de masse parmi la classe ouvrière algérienne. Pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc des dizaines de milliers d'Algériens sont mobilisés pour servir dans les forces gaullistes, les forces françaises libres. On estime par exemple qu'environ 50% des troupes qui ont débarqué en Provence en 1944 sont des indigènes d'Algérie ou de Tunisie. Et ils ont eu des pertes très importantes. Parce qu'ils ont été envoyés concrètement à tous les points chauds, à tous les endroits où ça chauffait un peu, sur les différents fronts où combattaient les forces françaises libres pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Italie, en Alsace, etc. Les indigènes d'Afrique du Nord ont été massivement envoyés à la boucherie. Et en 1944, dans son discours de Brazzaville, De Gaulle a promis, pour remercier les indigènes qui participaient à la libération de la France, dans un sens, a promis que les habitants des colonies pourraient, après la guerre, participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris comme la promesse de la création, de l'attribution en fait, du statut de citoyen à part entière aux indigènes des colonies. La promesse d'une démocratisation du fonctionnement des colonies françaises. Mais c'est pas ce qui s'est passé, puisque vous le savez sans doute, le 8 mai 1945, il y a eu des manifestations dans toute une série de villes d'Algérie pour réclamer plusieurs choses. La première, c'est justement ce qui avait été promis par De Gaulle, donc la démocratisation de l'Algérie, l'accès à la citoyenneté pleine et entière pour les Algériens, mais aussi la libération de Messali Hadj, qui était encore en prison. Et ces manifestations, elles ont été violemment réprimées. Ça a déclenché un soulèvement qui a été écrasé dans le sang. On estime que les massacres de masse d'indigènes qui sont faits à ce moment-là ont fait entre 20 000 et 30 000 morts en quelques semaines à ce moment-là. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Parti communiste français et le Parti communiste algérien ont approuvé la répression. L'Humanité, elle a même dénoncé les manifestants du 8 mai à Sétif comme des provocateurs hitlériens. C'est-à-dire que les manifestants qui réclament pour les droits démocratiques pour les Algériens sont des agents nazis. Et l'Humanité réclamait une répression féroce des organisateurs des manifestations. Donc c'est-à-dire que cette situation, elle a deux conséquences. La première, c'est qu'elle marque la rupture définitive en fait, des liens entre le mouvement national algérien et le mouvement communiste français, puisque à ce moment-là, le Parti communiste participe à la répression, parce que non seulement il les traite d'agents hitlériens, mais il participe à la répression. Vous avez des cadres du Parti communiste et du Parti communiste algérien en Algérie qui organisent des milices de colons pour aller massacrer des villages, pour aller traquer les rebelles. Vous avez l'armée française qui bombarde des villages sous l'autorité de Charles Tillon, militant communiste, mais ministre de l'air dans le gouvernement de la Libération. En fait, les communistes ont vraiment les deux mains bien enfoncées dans la boucherie de la répression de Sétif et Guelma en 1945. Et ça a une autre conséquence, c'est qu'au sein du mouvement national algérien, cette boucherie, elle montre que la stratégie légaliste de Messali Hadj, qui consiste à revendiquer dans le cadre légal et républicain l'égalité des droits, qu'elle ne marche pas. Parce que le pouvoir colonial, pour défendre les privilèges des colons, pour défendre l'oppression des indigènes, pour défendre en fait le colonialisme, il est prêt à tout.
Et donc ça va provoquer une série de scissions et la naissance d'une nouvelle organisation en 1954, le Front de Libération Nationale. Ce Front de Libération Nationale, il est dirigé par des éléments qui sont des éléments petits bourgeois, qui sont inspirés par les révolutions qui ont eu lieu en Égypte, avec Nasser, qui commencent à avoir lieu dans d'autres pays du Moyen-Orient à ce moment-là, en Syrie, en Irak. Vous avez eu un bouillonnement révolutionnaire en fait contre le colonialisme qui se développe à la même époque. Et ils sont aussi inspirés, en tout cas leur lutte est aussi inspirée, par les autres défaites, par les défaites qu'est en train de subir la France en Indochine. Puisque l'éclatement de la guerre d'Algérie, donc le soulèvement du FLN en novembre 1954, c'est pas un hasard s'il se produit à peine quelques mois après la défaite de Dien Bien Phu. À Dien Bien Phu, le peuple vietnamien a montré que le colonisme français pouvait être vaincu militairement, qu'il pouvait être défait, et ça inspire le soulèvement du FLN. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que cette direction petite bourgeoise prise sur le mouvement, elle va acquérir très tôt une influence très importante dans la classe ouvrière des villes, dans les couches les plus pauvres de la population, c'est-à-dire dans des couches qui auraient pu être gagnées à un programme socialiste, à un programme révolutionnaire. Mais le FLN va réussir à gagner une autorité sur eux, parce qu'en fait, il n'a plus de concurrence. Parce que les dirigeants communistes ont accumulé les erreurs, et se sont donc coupés complètement des masses les plus opprimées de la population algérienne, et la direction petite bourgeoise du FLN va réussir à gagner une autorité politique sur eux. J'avance. Mais donc quelques mois à peine après Dien Bien Phu, en novembre 1954, c'est ce qu'on appelle la Toussaint Rouge, c'est-à-dire l'insurrection lancée par le FLN, qui attaque quelques villes, quelques gendarmeries, des petites attaques localisées, auxquelles le gouvernement français répond par une répression féroce. Et on va assister à une accumulation des massacres commis par le pouvoir colonial. Juste pour donner un exemple, en février 1955, une attaque du FLN tue 117 colons dans une zone. La répression dans la même région tue 7000 Algériens. Donc vous voyez un peu la disproportion énorme des massacres commis par le pouvoir colonial. Et ça va même plus loin, puisque vous avez à ce moment-là la police française qui décide de répliquer aux attentats par des attentats. Vous avez la police à Alger et la sûreté qui crée une organisation qui s'appelle la Main Rouge, qui est clandestine, mais qui en gros, c'est des policiers qui, sur leurs heures de service, vont poser des bombes dans la Casbah d'Alger, ou dans des villages, ou vont faire des attentats à la bombe contre des civils algériens, en prétendant, en se cachant en fait derrière cette fausse identité de la Main Rouge. Mais en fait, c'est une organisation terroriste créée par les services de l'État français pour faire des attentats. À ce moment-là, le FLN, il prend en fait la tête par ce soulèvement du mouvement de libération nationale algérien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Messali Hadj, il commence par Messali Hadj et son mouvement, donc le mouvement national algérien, qui est le mouvement qui est l'héritier du MTLD. Il commence par condamner l'insurrection de novembre, avant de s'y rallier quelques temps après, de s'y rallier en créant son propre mouvement, sa propre force guérilla, ses propres maquis. Et vous avez comme ça une division de la lutte contre le colonisme entre deux mouvements, donc le FLN d'un côté et le MNA de l'autre. Et il y aura d'ailleurs des affrontements meurtriers entre ces deux mouvements, qui vont se faire il y aura une espèce de petite guerre dans la guerre, pendant quelques années, jusqu'à ce que le FLN ne prenne totalement l'ascendant en 1957, et que le MNA ne se rallie au colonisme français. Et malgré la brutalité de la répression, malgré les morts, malgré les attentats terroristes de la Main Rouge, le pouvoir colonial ne réussit pas à étouffer l'insurrection, qui gagne de plus en plus de terrain, qui prend le contrôle de régions entières en fait, dans les zones rurales de l'Algérie. Et donc, en septembre 1955, le gouvernement français prend la décision d'envoyer le contingent. C'est-à-dire que les conscrits français, ceux qui font leur service militaire, sont envoyés en Algérie participer à la répression. Et ça va changer complètement la dimension de la guerre, parce que ça veut dire que ça ne va pas juste être une guerre menée, comme ça avait été le cas pour l'Indochine par exemple, par des militaires français professionnels, mais que ça veut dire que la guerre d'Algérie
va rentrer d'un seul coup dans les foyers de toute la métropole. Puisque une bonne partie la quasi-totalité en fait, des conscrits était sous la menace d'être envoyés en Algérie. Et le passage en Algérie, ça a marqué vraiment toute une génération à l'époque. Mais ça veut dire que c'est une question qui pèse dans la population française, qui pose des questions aux travailleurs français, aux jeunes conscrits. Est-ce que je dois accepter d'y aller? Est-ce que si j'y vais, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter de servir la répression? Etc. Ça va poser toute une série de questions, notamment aux jeunes conscrits du mouvement ouvrier, aux jeunes conscrits syndicalistes, aux jeunes conscrits communistes. Tout un tas de questions qui vont être posées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mouvement ouvrier ne va pas vraiment leur donner de réponse. Le PC ne va pas adopter de position officielle sur cette question, ni qu'il s'agisse d'y aller, de donner l'ordre, de donner autorisation demander aux conscrits, membres du Parti communiste, d'aller en Algérie pour militer à l'intérieur de l'armée et aider à lutter contre le colonialisme depuis l'intérieur de l'armée, ni qu'il s'agisse d'appeler à refuser à l'insoumission, à refuser d'y aller, ce qui aurait été une erreur. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça aurait été la politique correcte à faire? Ça aurait été le premier choc que je viens de dire. Concrètement, le Parti communiste aurait dû demander à ses militants, à ses jeunes militants, allez-y, ne refusez pas la conscription, allez-y, mais menez un travail depuis l'intérieur de l'armée. Menez un travail de propagande contre le colonialisme, contre la répression, depuis l'intérieur même de l'armée, pour essayer de diviser l'armée coloniale sur une base de classe. Le Parti communiste n'a pas fait ça, et donc vous avez des milliers de conscrits qui ont été laissés, de conscrits communistes qui ont été laissés à eux-mêmes, à prendre leurs décisions eux-mêmes. Certains ont décidé de se cacher. Vous avez eu comme ça un mouvement d'insoumission, où vous avez des jeunes communistes qui sont partis se cacher dans des fermes à la montagne, je sais pas où, pour éviter d'être envoyés au service militaire en Algérie. Vous en avez d'autres qui ont été envoyés là-bas, mais qui, livrés à eux-mêmes, n'ont pas su vraiment quoi faire dans les rangs de l'armée. Vous en avez qui ont essayé de mener un travail de propagande, mais de façon relativement isolée, et donc il n'y a pas eu beaucoup de succès. Et donc, cette conscription qui aurait pu être utilisée par le Parti communiste, s'il avait été un parti révolutionnaire, pour saboter l'effort de répression du pouvoir colonial, ça a été complètement laissé de côté. Et en fait, ça s'explique pour une raison très simple, c'est que le Parti communiste n'était pas vraiment en faveur du sabotage de la guerre coloniale, puisque quelques mois à peine après l'envoi du contingent, ils ont même voté les pouvoirs spéciaux, donc les pleins pouvoirs, au gouvernement Mollet, en Algérie, pleins pouvoirs que le gouvernement a utilisés pour donner des pouvoirs de police à l'armée, pour donner en gros à l'armée le droit d'arrêter des gens, de les interroger, de remplacer en fait, d'appliquer des méthodes de répression à encore plus grande échelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une ambiguïté sur cette question. Parce que le Parti communiste français, ça c'était sa position. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ne pas complètement se couper de la population algérienne, le Parti communiste algérien, lui, défendait la lutte pour l'indépendance, alors que c'était les mêmes gens, en fait. C'était des gens qui venaient du même parti, qui étaient liés, qui coopéraient tout le temps, le PCF et le PCA, mais ils défendaient deux lignes politiques différentes. Le Parti communiste algérien, lui, était pour l'indépendance. Au début, pour une indépendance... en tout cas, au début, il essayait d'organiser son propre mouvement de lutte. Vous avez ainsi comme ça des militants du Parti communiste algérien qui essayaient d'organiser des maquis du Parti communiste algérien dans les montagnes, tout seuls. Ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a pas bien fonctionné parce qu'ils étaient coupés de la population indigène, que c'était souvent des maquis qui comptaient beaucoup de travailleurs européens des villes qui essayaient d'aller s'implanter dans les montagnes pour faire des maquis comme le FLN, donc ça n'a pas eu un grand succès. Et puis finalement, à la fin de l'année 1956, le Parti communiste algérien a carrément décidé de se dissoudre dans le FLN. Donc vous avez cette situation où le Parti communiste français est en train de voter les pleins pouvoirs au gouvernement Mollet pour réprimer le FLN, au même moment où le Parti communiste algérien, qui est vraiment lié intimement avec le PCF, est lui en train de se dissoudre politiquement dans le FLN. Donc en fait, la situation, on peut même plus vraiment parler d'ambiguïté, c'est une confusion absolument totale pour les militants communistes en Algérie à ce moment-là. Et enfin, après avoir voté les pleins pouvoirs, le PCF va adopter le mot d'ordre de la paix en Algérie, qui est un mot d'ordre qui, là encore, est assez confus, puisque est-ce que ça veut dire la paix par l'indépendance? Est-ce que ça veut dire la paix par le maintien de la domination coloniale? Qu'est-ce que ça veut dire en fait paix en Algérie concrètement? C'est un mot d'ordre extrêmement flou, là encore. Mais à la même période,
ils sont pas les seuls à faire n'importe quoi, le Parti communiste, puisque les autres organisations du mouvement ouvrier, notamment les organisations qui se réclament de la 4e internationale du trotskisme en France à ce moment-là, elles accumulent elles aussi les erreurs. Les mandélistes, donc les ancêtres de la LCR et du NPA, ils soutiennent le FLN dès le début, ou quasiment dès le début. Ils vont même participer à ce qu'on appelle porter des valises. C'est-à-dire que vous avez des militants de mandélistes qui participaient à la logistique du FLN, en aidant à transporter, puisque eux, ils étaient citoyens français, donc ils étaient moins contrôlés par la police que les Algériens, ils aidaient à transporter des armes, des faux papiers, etc. Ils aidaient la logistique du FLN de façon totalement acritique. Quant aux lambertistes, eux, ils décident que soutenir le FLN, c'est une position de soutien à la bourgeoisie nationale, c'est une compromission, c'est pas bien, donc ils décident de soutenir le MNA de Messaliadj, qui revient au même, en fait, puisqu'ils décident de soutenir une autre aile de la bourgeoisie nationale, mais ils expliquent que c'est mieux, parce que le MNA, à l'origine, vient, alors si vous retracez la ligne MNA, MTLD, PPA, etc., à la fin, au tout début plutôt, vous avez l'étoile nord-africaine, donc un truc lié au PCF, donc Messaliadj est mieux que le FLN. Et c'est une position absurde, qui revient en fait exactement à la même erreur que celle que font les mandélistes, et qui va mettre les lambertistes face à une situation intenable, quand, à la fin de 1957, le MNA se rallie au colonialisme français. À ce moment-là, le mouvement national que soutiennent les lambertistes est devenu un mouvement pro-colonial. Et donc les lambertistes vont eux aussi se rallier au FLN et se mettre à soutenir de façon acritique le FLN. Là, on voit, il y a un oubli et une négation totale de la théorie de la révolution permanente. Où est la tentative ils n'ont même absolument pas essayé d'organiser la classe ouvrière algérienne, de s'adresser à la classe ouvrière algérienne, de lui expliquer quelles étaient ses tâches. Non. Ils ont reproduit les erreurs des staliniens dans les années 20 et 30, c'est-à-dire ils se sont rués pour soutenir la soi-disant bourgeoisie nationale progressiste. Et ça va avoir des conséquences jusque après la guerre, jusque après l'indépendance. Mais donc, dans ces conditions, le mouvement ouvrier français, en fait, il se place lui-même hors de toute possibilité d'intervenir réellement sur ce qui se passe en Algérie. Puisqu'il a absolument... Soit il s'est rallié à demi-mot derrière son propre colonialisme, derrière sa propre bourgeoisie, soit il s'est rangé derrière la direction petite bourgeoise du mouvement national, du mouvement indépendantiste algérien. La situation va s'accélérer à partir de 57-58, et moi aussi je vais accélérer. En 57, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement donne les pleins pouvoirs de police à l'armée. Ça va déboucher sur la bataille d'Alger. En gros, les parachutistes et la Légion vont être lâchés dans les rues de la Casbah pour arrêter des gens, torturer, démanteler les réseaux du FLN. C'est officiellement une victoire militaire française, puisque effectivement les réseaux du FLN sont démantelés. Pour une idée des méthodes, je vous invite à voir le film de Pontecorvo, La bataille d'Alger, qui a été tourné sur place, avec des vétérans algériens de la guerre civile qui ont participé au tournage, de la guerre d'indépendance qui ont participé au tournage. C'est un film très intéressant, très bien mené. Ça se fait avec des méthodes absolument abominables. L'armée française invente ce qu'on appelle les crevettes Bijard. Bijard du nom d'un commandant d'un régiment de parachutistes. En fait, c'est des Algériens qui sont attachés et jetés vivants dans la Méditerranée depuis des hélicoptères. Et on les appelle des crevettes Bijard parce on retrouve leurs cadavres sur la plage au matin, sur les plages d'Alger. C'est l'utilisation systématique de la torture, c'est l'utilisation systématique des arrestations, des assassinats, bref, d'une boucherie et des méthodes abominables, qui vont ensuite être exportées. Puisque après la guerre d'Algérie, une bonne partie des officiers français qui ont participé à ça, les Bijards, les Ossarès, etc., les Trinquiers et tout, sont envoyés par le gouvernement français former les généraux et les militaires sud-américains. Vous avez la dictature argentine, chilienne, brésilienne, etc. Ils ont plein de Français qui arrivent à partir de la fin de la guerre d'Algérie pour former leurs militaires aux méthodes qu'ils ont appliquées eux-mêmes en Algérie. Et vous avez comme ça plein de bourreaux sud-américains qui expliquent qu'ils ont été formés à la torture par des Français. Donc ces méthodes-là, elles vont ensuite être exportées par l'impérialisme français. Mais cette soi-disant victoire française à Alger, c'est une victoire en trompe-l'œil, puisqu'au bout de 6 mois, les réseaux du FLN se sont reconstitués. Ce que ne comprennent pas en fait les militaires français, c'est qu'ils ne sont pas en train de se battre contre une structure militaire qui s'implanterait en gros de l'extérieur, mais en fait ils sont en train de se battre contre la population d'Alger. Le FLN a un soutien massif de la population à Alger. Chaque militant qui est arrêté et torturé
est remplacé presque instantanément, en fait. Et donc, 6 mois après la fin de la bataille d'Alger, tout est à refaire. Les réseaux du FLN se sont entièrement reconstitués et sont capables d'organiser de grandes mobilisations à l'échelle de la ville, même des grèves générales dans la Casbah. Vous avez des situations où, pour montrer que la population algérienne soutient la France, il s'agit de montrer que la grève générale proclamée par le FLN, elle ne marche pas. Donc vous avez des situations où les parachutistes se baladent avec des armes pour aller obliger les commerçants à ouvrir leurs magasins. Et donc vous avez des parachutistes qui tabassent des commerçants dans les rues d'Alger pour les obliger à lever les rideaux de fer de leurs magasins et à sortir leurs devantures. Tout ça pour montrer que non, le FLN n'est pas populaire en Algérie. Donc ces méthodes, elles marchent absolument pas. Et il est évident, dès ce moment-là, que la guerre d'Algérie, elle est perdue, que c'est une impasse. Et on voit un conflit apparaître dans la bourgeoisie française, entre la bourgeoisie métropolitaine, qui veut en finir, en fait, avec ce qui représente un gouffre financier. C'est des fortunes immenses qui sont envoyées dans la guerre, en termes de matériel, en termes dans tous les sens, et se concentrer sur la modernisation du capitalisme français, sur la rationalisation de l'industrie, sur le développement du capitalisme, enfin sur plein d'autres choses. Mais de l'autre côté, la bourgeoisie coloniale, la bourgeoisie française en Algérie, ce qu'on appelle les pieds noirs, en fait, ils sont opposés à toute évolution du statut, de la situation en Algérie. Ils veulent maintenir leurs privilèges et ils veulent maintenir l'Algérie dans la France. Et cette situation, elle débouche sur une crise majeure en mai 1958, où il y a une insurrection de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie coloniale européenne à Alger, qui s'insurge, qui se révolte, qui est rejoint par l'armée. Vous avez une bonne partie des généraux et des officiers de l'armée française en Algérie qui se rallient aux rebelles et qui réclament la chute du gouvernement et l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, faute de quoi les parachutistes sauteront sur Paris et donc essaieront de renverser le gouvernement républicain. Et De Gaulle, à ce moment-là, il explique qu'il n'est pas en lien du tout avec les rebelles, il n'a aucun rapport avec eux, mais que les rebelles ont parfaitement raison, et que, effectivement, la meilleure solution, c'est de lui donner les pleins pouvoirs et de le nommer président. Et le gouvernement civil cède, De Gaulle est nommé président, le Parti communiste, à ce moment-là, hurle à la menace fasciste, mais ne fait absolument rien. Il n'organise absolument aucune résistance, aucune mobilisation de masse contre l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, et il appelle à résister par les urnes, dans le cadre du référendum qui a été appelé par De Gaulle lui-même, c'est-à-dire plusieurs mois après les événements. Et en fait, ce référendum va donner une victoire à De Gaulle, puisque la situation est retombée. Le Parti communiste s'est privé d'une occasion de mobiliser les masses sur cette question. Et l'EPC n'a proposé aucune stratégie viable pour résister. Donc De Gaulle se retrouve au pouvoir, met en place son régime, mais très vite, il se retrouve lui aussi placé face à la situation, à devoir gérer en fait la situation qui existe en Algérie. Et très vite, en fait, il va se retourner contre les petits bourgeois coloniaux qui n'auraient pas contribué à le mettre au pouvoir. La situation, elle est en fait intenable, puisque, comme je le disais, la guérilla, elle est officiellement vaincue, mais en fait, elle se reconstitue après chaque défaite. La population algérienne, elle est de plus en plus radicalisée par la répression française, elle soutient le FLN en masse. En France même, la population, elle n'en peut plus. Vous avez des jeunes qui vont mourir en Algérie pour ce qui devient de plus en plus couramment désigné comme une sale guerre. Vous avez des mobilisations de plus en plus de protestations d'intellectuels, de chrétiens. Vous avez même des généraux de l'armée française qui protestent contre la guerre. Vous avez des préfets qui démissionnent. Vous avez une situation où la guerre est de plus en plus massivement rejetée. Et de l'autre côté, c'est une guerre qui coûte de plus en plus cher au capitalisme français. Et donc, De Gaulle cherche une solution pour s'en sortir. Et sa position, elle va évoluer très vite. En 1958, lors de son premier voyage en Algérie, il a son fameux « Je vous ai compris », qui en fait c'est adressé aux colons français, donc il dit qu'il a compris les colons français. Mais à peine un an plus tard, en 1959, il prononce les mots d'autodétermination. Il explique qu'il faudra laisser la population algérienne, toute la population algérienne, choisir ce qui va se passer en Algérie. Et ça provoque la colère des colons et la rupture avec De Gaulle. En février 1960, c'est ce qu'on appelle la crise des barricades. Donc ils essayent, en gros, la petite bourgeoisie blanche d'Algérie essaye de refaire le coup de mai 58, donc de se mutiner, de se révolter, d'appeler l'armée à la rejoindre pour renverser De Gaulle, comme ils ont renversé le gouvernement précédent. Mais cette fois-ci, ça ne marche pas. La majorité de l'armée ne les suit pas, et le mouvement est écrasé. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître
l'OAS et les réseaux de l'Algérie française. L'OAS, l'Organisation armée secrète, donc c'est une organisation qui rassemble des militaires, des colons, des petits bourgeois ultranationalistes en métropole même, qui refusent toute perspective d'évolution de la situation coloniale en Algérie. Leur position, c'est que l'Algérie doit rester colonie française, doit rester entre les mains des colons, et que pour ça, ils vont lutter par la terreur contre le gouvernement, contre le gouvernement et contre la population algérienne. Ils vont faire une foule d'attentats, c'est environ 2000 morts causés par l'OAS, y compris des attentats très meurtriers. En 61, par exemple, ils font sauter le train Paris-Strasbourg. Il y a une trentaine de morts, 160 blessés. En février 62, 2 attentats à Oran, 78 morts. Et vous avez comme ça toute une série d'attentats. Et cette opposition de l'OAS et des réseaux coloniaux à la perspective de l'indépendance, elle culmine avec le putsch d'avril 61. Vous avez un soulèvement d'une partie de l'armée, donc des parachutistes légionnaires, qui proclament un gouvernement de salut national à Alger, contre De Gaulle. Et leur perspective, en fait, elle est soit on renverse De Gaulle et on instaure un nouveau gouvernement militaire en Algérie, en France, qui gardera l'Algérie française, soit certains commencent à ce moment-là même à envisager la possibilité d'une Algérie blanche indépendante. C'est-à-dire qu'on fait sécession d'avec la France, et on garde le pouvoir colonial, mais en rupture avec la France. Comme venait de le faire à ce moment-là la Rhodésie, où en Rhodésie, une colonie britannique, les colons avaient rompu avec les métropoles pour refuser le principe du droit de vote pour la population indigène. Et donc ils avaient proclamé une Rhodésie indépendante, dirigée par les Blancs. Et donc vous avez une partie des colons qui commencent à envisager cette possibilité. Mais ce qui se passe, c'est que ce putsch, il se délite complètement, parce que l'armée refuse de les suivre, les conscrits notamment refusent de les suivre. C'est dans... je crois que c'est dans Avoir 20 ans dans les Aurès, où vous avez le putsch est montré. En fait, le putsch se passe de façon très simple, c'est les conscrits qui entendent le putsch à la radio, qui entendent qu'il y a le putsch à la radio. Leur chef leur dit « c'est génial, on va renverser De Gaulle ». Donc les soldats arrêtent leur chef, l'attachent, et suivent le putsch à la radio. Et une fois que le putsch est fini, vu qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils enlèvent les menottes au chef et lui disent « ok, on continue, comme avant ». Et dans beaucoup d'endroits, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le coup d'État a été enrayé par la résistance, par le refus des soldats d'obéir, et que dans beaucoup d'endroits, il n'y a eu aucune perspective révolutionnaire qui a été avancée par le mouvement ouvrier, ni le Parti communiste, ni la CGT, ni rien pour résister au coup. Et en fait, le pouvoir gaulliste a pu reprendre la main et garder le contrôle. Et il ouvre des négociations de paix avec le FLN à ce moment-là. La répression, malgré les négociations de paix qui s'ouvrent, elle continue. C'est en pleine négociation de paix, c'est au moment où les négociations de paix ont déjà commencé, qu'en octobre 61, il y a le 17 octobre, donc c'est-à-dire le massacre de centaines de manifestants algériens en plein Paris par la police du préfet Papon, entre 150 à 200 morts, des milliers de blessés. Et c'est à la même époque, pareil, en pleine négociation de paix, en février 62, que la police tue 8 manifestants communistes à Charonne, pas loin, arrondissement d'à côté. Et il n'y a jamais eu une seule condamnation, ni pour ces crimes commis en plein Paris, ni pour aucun des crimes commis pendant la guerre coloniale. Aucun militaire français n'a été condamné, aucun policier français n'a été condamné, parce que le gouvernement a fait voter une loi d'amnistie dès la fin de la guerre, pour empêcher toute poursuite judiciaire contre les criminels. Le 18 mars, c'est la signature des accords d'Évian. L'Algérie devient officiellement indépendante, et le gouvernement français, donc, quitte, ça prend une période de plusieurs mois, mais le gouvernement français, les institutions françaises, quittent l'Algérie, qui devient donc indépendante. Et le nouveau régime, c'est un régime en fait bonapartiste bourgeois. C'est-à-dire que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du FLN et du président Ben Bella, qui se tourne pour développer le pays vers le bloc de l'Est, vers l'URSS, mais qui se retrouve face à une situation économique très compliquée. Les terres et certaines usines ont été abandonnées par les colons, qui des fois ont saboté les outils en partant, ont saboté les tracteurs, ont saboté tout ce qui permettait de travailler en fait. Et elles sont occupées par les salariés. Certaines sont placées sous contrôle ouvrier. Mais c'est une situation qui est paradoxale, parce que, d'une part, c'est une économie très très pauvre, très sous-développée. Il n'y a pas du tout de base suffisante pour construire une économie socialiste. D'autre part, le FLN et l'État du FLN reprend le contrôle dès ce moment-là, et fait tout, en fait, pour reprendre le contrôle sur ces exploitations occupées, sur les usines occupées, pour mettre de côté en fait les comités de base et reprendre le contrôle là-dessus. Donc en fait, pour prendre le contrôle bureaucratiquement de toute cette mobilisation. Et ce qui se passe, c'est que le FLN, par exemple, n'essaye pas à ce moment-là de réorienter l'économie. L'économie algérienne, elle reste
largement centrée sur l'agriculture et sur la culture viticole, donc destinée au marché du vin, au marché français. Et ça va provoquer une crise majeure quand va éclater au milieu des années 60 ce qu'on a appelé la crise du vin. Dans les années 60, en France et à l'échelle internationale, il y a eu un effondrement du prix du vin qui a eu un impact énorme sur l'économie algérienne, puisque d'un seul coup, sa principale marchandise d'exportation perdait une bonne partie de sa valeur. Ça a eu un gros coup sur l'économie algérienne. Mais je parlais tout à l'heure des mandélistes, même après l'indépendance, ils apportent un appui absolument acritique au nouveau régime. Il y a ce qu'on appelle le phénomène des pieds rouges, en opposition aux pieds noirs, où c'est des militants trotskistes français qui vont, en Algérie, construire le socialisme. En fait, ils vont aider le régime de Ben Bella à renforcer son autorité et son pouvoir. Et le tout sans aucune critique du régime bonapartiste qui est en train de s'instaurer en Algérie. Et en 1965, le coup d'État de Boumedienne marque la consolidation définitive du régime bonapartiste du FLN. Il dissout toutes les coopératives qui existaient encore, qui n'avaient plus en fait de coopératives que le nom. Il expulse les pieds rouges et il se lance dans une politique d'industrialisation et de développement du pays, comme ce qui se passe justement en Algérie, en Syrie, etc., même si, en Égypte, en Syrie, à une moindre échelle, en s'attaquant notamment à certains intérêts capitalistes et impérialistes. En 1971, il nationalise le pétrole, par exemple, pétrole français, mais en instaurant une féroce dictature bonapartiste et en laissant en place tous les éléments fondamentaux de l'économie capitaliste. Et il y a eu ensuite tous les problèmes liés à la crise du régime du FLN dans les années 80, etc. Mais je ne vais pas avoir le temps, j'ai plus le temps d'aller jusque-là. Mais la leçon fondamentale de tout ça, c'est qu'à toutes ces étapes, il a manqué en fait en Algérie un parti révolutionnaire, marxiste, qui était capable d'apporter un programme et une tactique à la classe ouvrière algérienne, qui aurait pu lui permettre de prendre la tête du mouvement national, de prendre la tête de toutes les couches opprimées qui existaient en Algérie. La classe ouvrière algérienne, elle était certes très petite, mais elle occupait une place qui lui faisait qu'elle était la seule qui pouvait prendre la tête d'un mouvement révolutionnaire, dirigé à la fois contre l'arriération économique du pays, contre l'impérialisme, contre le capitalisme. Elle était la seule, en fait, qui soit capable de satisfaire les besoins et les revendications, de donner quelque chose, à la fois à la paysannerie pauvre d'Algérie et à toutes les couches opprimées du pays. Et c'est malheureusement ce qui a manqué. Il a manqué un parti révolutionnaire capable de faire ça. Et c'est ça qui a provoqué l'impasse en fait, dans laquelle s'est retrouvée l'Algérie, même après son indépendance.